Donc, Sali Diabaté, donc vient du Burkina, mais elle a ça d'extraordinaire, c'est que je pense que tu es la première femme à avoir osé jouer du balafon envers et contre tous les interdits, puisque c'est interdit de jouer, de toucher le balafon quand on est une femme. Donc vous avez une grande féministe. Alors je vais vous lire des extraits de Martienne, entrecoupés parfois de poèmes, et voilà. Alors nous allons commencer par le commencement. Vas-y, Sali. Sur la table de la cuisine, une femme pousse dans le monde une créature pesant un peu plus de 3 kilos, rouge, gluante, fendue entre les jambes, le pouce enfoncé dans la bouche. Le vieux médecin du quartier fait l'âne, la grand-mère fait le bœuf, et la mère ne la regarde pas. Elle ne l'a pas désirée, pas invitée, mais ça ne fait rien. La créature décide de rester quand même. Je me présente donc, chimère, fille d'une enclume et d'un nuage. Moi, ce brick et ce broc, assemblés à la va comme je te pousse, qui tire à U et à dia. Comme beaucoup d'enfants dans les années 50, elle est traitée avec ses frères et sœurs comme un lapin. Leur clapier est tenu propre, la litière est changée une fois par semaine, il ne manque ni d'eau, ni d'herbe fraîche, et parfois, ils ont droit à une demi-carotte. La mère veille de loin à ce qu'ils aient l'œil vif, les crottes bien rondes et le poil luisant, qu'ils n'aient ni trop chaud ni trop froid, et que leur poids augmente régulièrement. Et leur éducation tient en 3 consignes: obéis, tais-toi, et surtout pour les filles, fais plaisir aux autres. Les enfants bien élevés doivent avoir honte du P, bien sûr, mais aussi du gargouillis, de l'odeur, du bâillement, de la salive, de la transpiration, de la morve, du cri. Tout ce qui leur échappe est dégoûtant, même les mots. Les enfants sont dressés à devenir leurs propres inquisiteurs, à aspirer contre leur naturel, à la tenue, à la retenue, corporelle et verbale,
au contrôle, au silence, à l'immobilité. Elle est attentive aux mots, ceux qui tombent des lèvres de ses parents, vrais, forcément vrais, ruissellent sur son front comme un baptême de carnaval. Complètement siphonné. Bougre d'âne, bougre d'andouille, zégomard, abruti, fondu, tordu, givré, maboule, tête de mule, triple buse, face de rat, fouille merde, tronche d'œuf, tête de lard, gueule d'empeigne, fumier de lapin. Tout ça pour elle, elle les range dans sa collection secrète de mots. Elle est comblée, elle se croit exceptionnelle, venue d'ailleurs, tombée du ciel, une martienne. Consiste principalement à figer les individus dans leurs insuffisances, à épingler leurs défauts et à sous-estimer ou passer sous silence leurs dons. Elle se croit sans qualité. Dans cette anti-éducation, toute velléité de se distinguer est étouffée. Le moindre désir de sortir de l'ordinaire est moqué. Toute tentative ou tentation de se démarquer est écrasée dans l'œuf. Quel mépris déclenche les péteurs plus haut que leur cul, ceux qui imaginent sortir des sentiers battus, ceux qui ont de l'ambition. Ambition, un mot qu'elle a cru odieux, alors que la vie n'est qu'ambition. Elle-même, ne s'est-elle pas accrochée comme une sangsue dans le ventre de sa mère par ambition? Dans sa famille, ce mot est synonyme d'un autre gros mot, égoïsme. Celui qui a de l'ambition écrase forcément les autres. Il faut s'en tenir à l'international de la médiocrité. Nul de tous les pays, unissez-vous, et que pas une tête ne dépasse. Pétons tous ensemble plus bas que notre cul. Plus bas, encore plus bas. Bravo. Maintenons-nous plus bas que nous. Ne faisons pas de vagues. Ne dépassons personne. Ne nous faisons pas remarquer. Restons cachés dans le peloton. Suivons le mouvement. Soyons les agneaux de Dieu. Les moutons de Panurge. Celui qui a de l'ambition est soupçonné d'avoir de la force. Et seule la faiblesse est admise, surtout chez les femmes. Tout à fait juste. Donc ici, une petite anecdote. Elles sont plusieurs à jouer aux devinettes, perchées sur les branches noueuses, dans l'odeur puissante des faux poivriers. Ça se passe à Casablanca. Hein. Un homme descend la rue.
Les autres filles quittent l'arbre et se sauvent en hurlant. Pourquoi? Assise sur sa branche, jambes pendantes, elle voit passer au ralenti l'homme qui, levant le visage, ne cesse de la fixer. Il marche sans se rendre compte que de sa braguette ouverte se dresse quelque chose qu'elle ne peut évidemment pas identifier, n'ayant vu de sa vie que les nouilles pâles, molles et rigolotes que sont les kikis de ses petits frères. Sur sa branche, elle est aussitôt submergée de compassion et se met à prier pour cet homme atteint justement là, quelle malchance, d'une maladie qui doit lui causer des souffrances infinies, morales et physiques, vu combien est gonflé et tuméfié ce qui, malgré ses proportions et sa couleur, ne peut être que son kiki. Autrement, quoi d'autre? Et qu'il soit obligé, pour le rafraîchir, de le maintenir ainsi à l'extérieur, doit mettre ce pauvre homme à la torture. Elle récite, pour ce malheureux, qui promène ainsi sa misère, 2 « Je vous salue Marie » dans l'arbre, et encore 2 le soir en se couchant, et ne manque pas d'inclure cet affligé dans ses prières parmi les aveugles, les cul-de-jatte et les lépreux. Seigneur, prends pitié. Tout bascule, on la convoite. Moi, c'est parfaitement inimaginable. Il doit y avoir une erreur quelque part. Il lui faut bien admettre cette absurdité, par le simple fait d'être reconnue du genre féminin, sans doute grâce à l'apparition de quelques millimètres de sein quasi invisibles à l'œil nu, elle acquiert un pouvoir sur le genre masculin. Elle dit « Oui, tu peux te tenir à 10 cm de moi. » Le garçon s'illumine de joie. Elle dit « Non. » Il se renfrogne, malheureux comme les pierres. Étonnant. Elle ne se laisse pas amadouer sans combat. Au premier qui lui dit « Je t'aime », elle réplique « Si tu répètes ça, je te crève les yeux avec un rayon de bicyclette. » Mais comment résister à cet inexplicable succès? D'amour enflammé et pathétique du garçon qui l'a menée au mariage ont pu se muer si vite en phrases courtes du type « Tu as lavé mes chaussettes ? Je n'ai plus un slip propre. Et elles sont crues ces patates !» Ce mystère tourne et retourne dans sa tête. Il n'y a pas si longtemps, avec thèse, antithèse et synthèse,
Elle venait à bout de toutes les grandes questions littéraires et philosophiques. Là, elle reste sèche. Pas même l'amorce d'un plan. Toutes ces hypothèses lui paraissent hors sujet. Cela ne lui était jamais arrivé. Elle est dans un drôle de conte, victime d'une formule maléfique qui a le pouvoir de transformer une lycéenne douée en philosophie en une ménagère nulle en cuisine. Cette formule n'est pas le célèbre abracadabra, mais le plus célèbre encore, je t'aime. Sous la photo d'une bonne sœur à cornette, occupée à badigeonner de mercurochrome une file de petits Africains nus, elle rêve d'aller en Afrique. Elle a longtemps cru que les Européens qui se rendaient dans ces contrées étaient explorateurs et les femmes bonnes sœurs missionnaires. Et surprise, elle monte dans un avion pour la Côte d'Ivoire alors qu'elle n'a rien d'une bonne sœur. Et puis, la Martienne découvre l'amour. Ça tombe mal parce qu'elle est mariée, qu'elle a des enfants. C'est une situation martienne. Terrifiée devant son désir, son envie de s'anéantir dans ce qu'elle éprouve pour lui, elle a un mal fou à tenir les rênes de sa vie. Elle s'échappe à elle-même. Elle sent les cordes qui la retiennent à la terre que sont ses enfants, sa vie de couple, son travail, devenir imperceptibles. Un coup de vent pourrait les casser toutes et elle s'envolerait. Est-ce que je deviens folle ? Se demande-t-elle. Elle a si peur de la folie. Et ce qui lui arrive, ce maelstrom, et ressemble tant. Mue par une inspiration miraculeuse, elle achète et lit fragments d'un discours amoureux. Et M. Barthes, chapitre après chapitre, la rassure. Non, elle n'est pas folle, elle est simplement amoureuse. Vers l'écriture. Elle était singulière, elle s'est crue tarée. Elle a tenté obstinément d'entrer dans un moule qui n'était ni à sa taille, ni à sa forme, ni à son goût. Corsetée par la culpabilité de n'être pas comme il faut, pour ne pas se trahir, elle s'est enfermée dans le silence. Au congélateur, son grain de folie. Martienne va se réconcilier avec elle-même. Ses parents lui ont fait un don posthume inespéré, un nid de liberté. Elle y entre en pensant « Virginia Woolf, ma sœur, vois combien d'années il m'a fallu pour posséder cette chambre à moi.
Sur cette petite planète de 30 mètres carrés, elle sera reine. Aussi souvent et longtemps qu'elle le voudra, elle pourra entrer dans cet état de création qui lui est vital. Elle y invitera celui, celles et ceux qui ne lui veulent pas de mal, qui la considèrent avec amitié, amour, fraternité. Ses bandelettes tombent. Elle observe avec étonnement sa résurrection. Elle revient, comme après un long voyage, dans le corps et l'esprit de la jeune femme qu'elle a été, avec un plaisir que l'âge intensifie. Elle n'est plus cette jeune femme, mais elle renoue avec elle la porte en elle. La voici, encore une fois double, mais d'une autre façon, inextricablement jeune et vieille. La vie, le monde, la traverse librement, et cela se traduit par des mots, une autre sorte de mots. Elle n'osait pas penser qu'elle écrivait vraiment des poèmes, mais un jour, on lui décerne un prix de poésie pour le texte le plus court qu'elle ait écrit. Je vais, nue, sous ma fourrure de mots.